Je suis l'animateur de ce panel. Je crois que nous sommes deux. Nous n'allons pas vous retenir très longtemps. Je vais essayer d'être bref. But because of the fact that alors il y a trois panélistes pour cette fin de journée. But by the fact of the attendees are over the world connected to the virtual event, I decided to make my slides in English, but I am gonna to speak in French. They will profit from my slides in English, and for the others, they don't understand English, they will listen to me speaking in French. Donc, ma contribution d'aujourd'hui, c'est la valorisation énergétique des déchets en biocarburants, biomasse et biogaz. Donc, c'est surtout de la bioénergie. Et dans ce sens-là, j'aimerais quand même commencer ma contribution, ma présentation par le fait que si on regarde un petit peu à l'échelle internationale, le monde, il est en face de plusieurs challenges ou des défis. Le défi social et donc la relevance de facteurs énergétiques. Donc les éléments sont le facteur de globalisation, le facteur de durabilité, le facteur de l'équité, le facteur de la cohérence et le facteur de la responsabilité en termes d'énergie, puisque on est seulement énergie, et le développement, donc ce qui va nous pousser à chercher comment développer et innover dans le secteur de l'énergie, puisque en tout cas les activités humaines n'ont pas pu être suffisamment bien maîtrisées que lorsque l'être humain a pu inventer et développer les sources d'énergie. Nous sommes en face aujourd'hui d'un autre défi, c'est celui de la guerre en Ukraine. Et nous savons tous les conséquences que ça a apporté au monde et à l'Europe en particulier, notamment en termes d'hydrocarbures fossiles, du gaz russe et des prix qui se sont répercutés sur le citoyen marocain, donc du gasoil et de l'essence à un peu plus que 15 dirhams, ça fluctue 15-16, donc nous n'avons jamais imaginé que cette crise allait venir après celle du Covid, donc l'humanité est en face de plusieurs défis qu'il faut essayer de relever. Donc c'est pour ça que lors de mon intervention, je ne vais pas oublier le facteur humain qui est justement, comme j'ai dit, au centre de toutes les préoccupations politiques, sociales, économiques à l'échelle mondiale. Donc il y a au niveau donc, du 3e millénium, donc on est au début du 3e millénium, et on a d'abord, donc si on veut regarder au niveau des sociétés, le problème économique et environnemental et social s'interconnectent. Donc on ne peut pas se détacher d'un secteur sans oublier l'autre. Et c'est ce qui nous pousse à regarder qu'est-ce que c'est le développement durable, comment est-ce qu'on va assurer donc, la pérennité de la vie prospère pour l'être humain sur Terre. Donc il y a les problèmes de crise politique, financier, etc. Et donc un faible malheureusement, taux de développement à l'échelle globale dans la planète. Et c'est ce que je vais dire ici
les paradoxes économiques. Alors, un, c'est qu'il y a une inégalité entre le nord et le sud. Bien sûr, vous le savez, donc l'Europe, c'est des pays très riches. L'Afrique, l'Asie, le sud de l'Asie, c'est des pays pauvres. On dirait qu'il y a donc une scie qui nous a coupé en deux, une demi-sphère qui est verte et une demi-sphère qui est rouge. Deuxième paradoxe, c'est la distribution des ressources. On n'a pas tous les mêmes ressources. La preuve, l'Algérie, par exemple, dispose d'hydrocarbures fossiles et on dirait que les frontières entre le Maroc et l'Algérie a aussi coupé le sol entièrement sur un diamètre de 13 000 kilomètres. Il n'y a pas une seule goutte au Maroc. Il y a quelques gisements de gaz, mais sinon l'Algérie déborde, elle regorge. Pourquoi? We don't know. Donc jusqu'à présent, il y a ce paradoxe. Et le troisième paradoxe, c'est celui qui est lié donc à ce que j'ai dit, la santé, qualité de vie et bien-être de l'humanité, donc la prospérité. L'être humain, il est venu sur Terre pour pouvoir bénéficier de la sagesse des grands, pour répartir vers les pauvres, pour pouvoir vivre ensemble dans une petite sphère qui s'appelle le globe terrestre et pouvoir donc partager le bien-être, le bonheur, la prospérité. Si jamais ce n'est pas fait, ça veut dire qu'on n'est pas bon. Voilà. Donc, voilà un petit peu au niveau de l'énergie ce que ça présente pour la qualité de vie des êtres humains. Et on va voir cette interconnectivité entre le social, l'économique et l'environnemental qui fait face donc à l'être humain qui doit se doter de beaucoup de savoir et de sagesse pour pouvoir donc partager. Parce que de toute façon, si demain vous avez un billet d'avion pour aller sur le Burkina Faso, sur le Mali, etc., vous ne souhaitez pas dormir dans une chambre sombre. Vous ne souhaitez pas que votre téléphone ne puisse pas être chargé pour marcher. Ce que vous souhaitez, c'est que ce que vous avez ici au Maroc, vous le retrouverez au Mali, etc. Donc c'est un peu notre responsabilité partagée à travers le globe terrestre. Voilà un petit peu, si vous voulez, donc au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on faisait si on n'avait pas un don de la nature, ou pour ceux qui croient en Dieu, un don de Dieu. Donc pour les non-croyants, un don de la nature, pour les croyants, un don de Dieu. Si on n'avait pas cette matière première de bois, de paille, de déchets agricoles, on ne pourrait même pas faire cuire nos repas et les manger correctement. Donc aujourd'hui, c'est Dieu qui fait beaucoup de choses pour nous et nous ne faisons pas assez pour les autres. Donc, il y a aussi le problème des changements climatiques et les émissions des gaz à effet de serre qui rajoutent un petit peu le grain de sel qui manque pour nous assurer sur la continuité de la vie sur Terre. On est en train de dire, nous sommes au seuil donc de l'apocalypse. Peut-être c'est la fin du monde parce qu'on assiste à des inondations destructrices, on assiste à des sécheresses aiguës et inégales à travers le globe terrestre. Donc c'est le résultat de notre travail qui n'a pas été suffisamment bien fait avec une stratégie de durabilité à travers le durabilité dans le temps. Si je vous parle donc de l'énergie et de l'énergie durable, c'est parce que effectivement toutes les personnes qui travaillent sur l'énergie ont dans leur tête un souci, c'est de porter un bien-être à l'humanité sur Terre. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est que on doit assurer donc un accès moderne au service de l'énergie à travers tout le globe terrestre. On doit avoir
un double ratio pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et on doit avoir donc un partage au niveau des énergies renouvelables et développer les nouvelles technologies avec des innovations. Et Dieu sait que l'être humain est très intelligent lorsqu'il le veut. Il peut être intelligent dans le bon sens comme il peut être intelligent dans le mauvais sens et c'est la destruction totale. Donc je ne suis pas en train de sonner la sonnette d'alarme, mais je suis en train de faire un état des lieux. Je ne suis pas pessimiste, au contraire, je suis en train de réveiller, d'éveiller les esprits saints pour leur dire que nous avons tous une responsabilité assurée à travers le monde. Et donc, si on regarde ici pour la durabilité et le développement des énergies, nous avons aussi un problème au niveau des indicateurs de durabilité de l'énergie. On n'est pas assez d'accord encore jusqu'à présent. La preuve, c'est que les États-Unis et la Chine ne voulaient pas donc s'associer au monde pour signer le protocole de Kyoto et de réduire les émissions de gaz à effet de serre parce qu'ils considèrent que c'est un mythe et pas une réalité. Aujourd'hui, c'en est une et c'est grâce à le président des États-Unis, Obama, qui a eu le prix Nobel presque grâce à ça, de vouloir ratifier la Convention internationale sur les changements climatiques. La Chine, avec ses 1,5 milliard, doesn't care. She's not here. Not yet. Jusqu'à présent, elle n'a pas encore fait. Donc, ce n'est pas un discours politique, c'est un discours scientifique. Voilà. Donc, regardons un petit peu quand même ce qui s'est passé à l'échelle mondiale par rapport aux énergies. Donc, vous avez ici, mon pointeur n'arrive pas à franchir le diaphragme électronique, mais vous allez voir que en rouge, vous avez l'énergie qui est produite en gaz. En bleu, c'est le pétrole, donc les hydrocarbures. Mais les énergies renouvelables ont commencé à apparaître depuis 2000, on veut, et à augmenter de petit à petit à travers les années pour pouvoir gagner un petit peu plus le terrain sur les présentations qu'on va voir. Et vous allez voir par exemple que au niveau mondial, si vous regardez un petit peu les taux d'énergie, vous allez voir que les pays de l'OCDE, c'est eux les gros énergivores, c'est eux qui mangent la grosse part du gâteau, qui partagent l'énergie dans le monde, alors que les autres sont des pays très pauvres. Alors l'Afrique ne représente que 5,3% du pourcentage du gâteau qui partage l'énergie. Donc finalement, s'il n'y avait pas le soleil, s'il n'y avait pas les arbres, s'il n'y avait pas les déchets agricoles, l'Afrique serait déjà morte. Voilà. Donc je fais un peu de théâtre aussi. Voilà. Alors, les conventions, l'énergie conventionnelle, elle s'est basée sur le charbon, les hydrocarbures fossiles, et donc ce qui a causé donc justement beaucoup de dommages à l'environnement et à la santé humaine. Donc, il va falloir qu'on regarde à peu près comment est-ce qu'on peut relever ces défis et faire face à ces risques grandioses et qui nous harcèlent tous les jours, tous les soirs. Donc je comprends bien le souci de Générison, M. Choueda qui est là avec moi, le souci des grandes personnes qui réfléchissent à comment développer les énergies accessibles facilement à partir des matières premières disponibles, abondantes et en grande quantité un peu partout dans le globe terrestre. Donc ces inégalités, maintenant, si on regarde la quote-part de la bioénergie ou des énergies renouvelables, si vous le voyez ici,
Donc ça, c'est le charbon, le gaz, les hydrocarbures, qui rassemblent pratiquement 90% de l'énergie mondiale. Le 12,9% représente les énergies renouvelables, les énergies vertes ou l'économie circulaire. Et dans cette part, il y a beaucoup d'entre vous, je vais vous poser la question, beaucoup d'entre vous, ils pensent que lorsqu'ils voient les panneaux solaires sur les murs et sur les terrasses, ils pensent que l'énergie solaire est très grande et très présente. Est-ce vrai? Est-ce que c'est votre impression? Qui dit oui, qui dit non? Qui dit oui? Quand vous voyez les panneaux solaires sur les façades, vous pensez qu'ils l'emportent? Ils représentent un grand taux d'énergie? Qui dit oui? Personne. Qui dit non? Tout le monde. Ah, vous êtes très éveillés, je suis très heureux aujourd'hui. Eh bien justement, regardez, ici, l'énergie solaire, elle ne représente que 0,1% de l'énergie qu'on voit avec les yeux. L'énergie éolienne, 0,2%. C'est la bioénergie qui est très présente. Donc, c'est extrêmement important de voir que c'est là où il y a des gisements à exploiter et à développer pour pouvoir produire des énergies renouvelables. Je ne vais pas rester sur ça très longtemps, mais je vais vous dire qu'il y a aussi l'énergie océanique des vagues qui sont naturelles. Les vagues, elles frappent avec une force terrible. Donc si on met une turbine plantée dans l'océan, elle va pouvoir tourner, et lorsqu'elle tourne, elle va pouvoir produire de l'énergie électrique. Pourquoi pas? C'est aujourd'hui la France, l'Allemagne, la Hollande qui sont très présentes et qui investissent dans ce secteur. Nous n'avons pas encore suffisamment de machines qui vont donc se mettre pour les houles et donc recevoir l'énergie gratuite des océans, des vagues, des océans. Pas des mers, les mers, elles ne sont pas très violentes, elles sont toujours calmes comme une piscine. Mais les océans, par exemple, chez nous au Maroc, on n'a pas de pétrole, mais on a un océan. Donc l'Algérie n'est pas très riche. C'est seulement dans notre tête que ça se passe. Only here. Somewhere here, we don't focus on what we have, but we focus on what the others have. Nous ne regardons pas ce que nous avons, nous regardons seulement ce que les autres ont. Et là, on augmente un peu la jalousie gratuite parce qu'en fait, on n'a pas très bien réfléchi. Et je suis heureux d'avoir une étudiante que j'ai mise sur le secteur de l'innovation. Je lui ai appris à rêver les yeux ouverts. Parce que rêver les yeux fermés, tout le monde le fait, mais rêver les yeux ouverts, ce n'est pas tout le monde qui le fait. C'est lorsqu'on commence à regarder ce que nous avons et ce qu'on peut faire avec ce que nous avons, qu'on peut devenir innovateur et grand. Alors ici, bon, je vais vous parler des énergies primaires, de l'électricité, de la chaleur. Donc vous avez bien vu qu'avec l'énergie, on fait le chaud et le froid, on fait marcher toutes les machines. Donc la femme aujourd'hui dans sa cuisine, elle ne peut rien faire si elle n'a pas les machines. Le mixeur, le four à micro-ondes, je ne sais pas, plein de choses. Aujourd'hui, vous posez une femme avec une électricité éteinte, vous n'allez rien manger, vous allez mourir. Elle ne va rien vous préparer, c'est comme ça, elle est habituée à avoir de l'énergie. Les émissions, par contre, justement, qui sont liées à l'énergie primaire, sont faramineuses, et je ne vais pas répéter le scénario. Vous connaissez les conséquences, c'est la pollution, c'est le réchauffement planétaire global, c'est beaucoup de dissipation, de pertes inutiles. Ici, donc, vous allez voir qu'il y a un écart terrible entre les pays très développés, très riches, et les pays pauvres. Et c'est ce qui fait que les pays qui ont un produit intérieur brut, donc le PIB très grand, ils arrivent à vivre convenablement.
les pays qui sont pauvres n'arrivent pas à vivre convenablement parce qu'ils importent tout et donc ça coûte cher et donc automatiquement ça diminue la qualité de vie et le scénario de vivre sur Terre. Donc l'énergie, donc déjà la perte, donc déjà l'efficacité énergétique est quelque chose d'extraordinaire sur lequel il faut travailler et il faut oublier les énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon. On peut s'en passer, on peut, si on réfléchit, trouver d'autres façons de produire de l'énergie, parce qu'en tout cas, les hydrocarbures qui sont en Arabie Saoudite, en Algérie, en Libye, en Russie, etc., c'est tout simplement dû à des forêts qui ont été enterrées par des tremblements de terre violents et qui ont enterré la matière organique et qui s'est transformée au cours des années en hydrocarbures liquides ou gazeux. Et c'est ce qu'on va essayer d'imiter pour produire l'énergie à partir de nos propres déchets. Voilà. Je dépasse le temps. Je vais aller très vite. Je crois que l'essentiel est dit ici. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu sur l'efficacité énergétique, sur la diminution des hydrocarbures et qu'on réfléchisse ici sur le nombre de morts qu'on produit par an et on s'en passe. On parle du Covid, il a tué, il n'a rien tué par rapport à ce que nous tuons avec nos propres technologies développées dans le monde. Mais on ne peut pas, et donc vous voyez ici le contraste. Voilà, l'Afrique est presque sombre le soir. Il est très illuminé le jour par Dieu, mais le soir, si vous passez avec un avion, c'est rare. Si vous passez sur l'Europe, vous allez la voir illuminée comme des étoiles. Plusieurs étoiles illuminées. Sur le nord, l'Amérique, la même chose. Mais si vous passez le soir sur l'Afrique, c'est invisible. Vous avez l'impression que vous êtes dans le néant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, c'est les énergies, donc comme j'ai dit, et là, on va retrouver les énergies renouvelables à partir de l'hydro. Malheureusement, on n'a plus suffisamment de pluie, donc l'hydro ne produit pas suffisamment d'énergie. Nous avons la biomasse qui est très grande et nous avons les autres énergies qui sont en train de se développer petit à petit à travers le monde. Donc tout ça, c'est des indications sur lesquelles, où est-ce qu'on va trouver le meilleur scénario pour chaque pays. Alors ça, c'est beau. Ça veut dire que chaque gouvernement, chaque État doit avoir une stratégie qui est propre à son contexte géographique, politique, social, économique, pour pouvoir trouver des solutions à l'énergie durable. Voilà, donc je vais passer encore ici assez rapidement parce qu'on me demande de faire plus vite. Je crois que... Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Question fondamentale, qu'est-ce qu'on va faire? Comment sortir de là? Donc, je ne m'appelle pas Monsieur Problème. Au contraire, je vais vous dire qu'il y a problème, mais je m'appelle Monsieur Solution. Et c'est ça qui compte. Si je suis Monsieur Solution, là, on va pouvoir focaliser, regarder les besoins et puis faire travailler nos ménages, faire appel à la science, à la technologie, à la recherche et sortir de l'impasse. Voilà, donc ça veut dire que maintenant, nous avons des besoins, nous avons des ressources, nous avons besoin d'idées, donc un système intégré et des technologies appropriées pour pouvoir arriver donc à notre objectif et réaliser le bien-être de l'être humain sur notre globe terrestre. Donc, je vais sauter encore ici parce que, oui. Donc, l'approche intégrée dans les ressources, d'abord, il faut faire la classification de nos ressources. Par exemple, le Maroc, il a fait une étude sur donc, le potentiel de rayonnement solaire dans tout le globe, dans tout le Maroc. Et donc, on sait quelles sont les parties très ensoleillées, moyennes
moyennement ensoleillé ou faible ensoleillé. On va regarder le vent, où est-ce qu'il y en a. D'ailleurs, vous avez des exemples de l'énergie éolienne sur Tétouan pour Lafarge, sur Sawera, sur Tarfaya, sur l'Aïon. Et donc, on a fait des études. L'hydro, est-ce qu'on a quelque chose aujourd'hui? C'est Binlouiden qui est le producteur de l'énergie. Mais nous avons la biomasse dont tout le monde a parlé aujourd'hui, alhamdoulilah. Et pour vous montrer que nos déchets, aujourd'hui, quotidiens, peuvent, sans un gisement extraordinaire, en source d'énergie durable. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas encore, parce que le temps ne le permet pas, mais si vous voulez, on peut le refaire un autre jour, tout ça. Je voulais juste aller vers, voilà, vers ça, c'est important. Voilà, pour vous donner une image, la matière organique, elle a suffisamment été exploitée dernièrement, ces dernières 20 années, par les êtres humains sur Terre, et nous avons développé ce qu'on appelle les biocarburants à partir de la matière des hydrocarbures de première génération. Le maïs, le tournesol, le colza, etc. Il s'est avéré que ça a créé un conflit avec le FAO, avec l'agriculture. Parce que si on met le maïs dans la production de l'éthanol, on va priver les gens de manger. Alors à quoi ça sert d'allumer l'électricité si vous n'avez rien mangé le soir? Vous n'avez pas besoin. Donc ça fait que c'est de la matière organique qu'on a abandonnée parce qu'on est en compétition avec un autre facteur qui a un risque majeur sur notre santé et notre durabilité. Donc, forget it. On est parti à la deuxième génération, qui sont la matière qui n'est pas consommable directement par l'être humain, mais qui le sera dans la chaîne, comme le bois, comme la colza, comme le colza, comme les autres plantes qui ne sont pas comestibles, mais qui sont riches en bioénergie, et donc aussi les déchets de l'agriculture et des forêts. C'est des déchets que jette la nature, donc pourquoi pas recycler tout ça. Et puis on est passé à la troisième génération, qui est maintenant la technologie, les nouvelles technologies, comme les micro-algues qui sont dans les fonds des océans. On cherche les micro-algues et on en tire une source terrible en énergie. Et on cherche aussi ce qu'on a expliqué tout à l'heure, les décharges anciennes, les déchets quotidiens que nous jetons. On s'est rendu compte que finalement, on peut imiter la nature et accélérer le rythme de la biométhanisation et le biogaz pour produire de l'énergie, etc. Donc vous voyez qu'avec tout ça, nous avons les pellets à partir des déchets verts et des déchets verts de la ville, à partir des déchets de la forêt, à partir des déchets de l'agriculture. On peut faire la gazification et produire. Nous avons de l'hydrogène bio aujourd'hui qui remplace l'hydrogène vert, parce que l'hydrogène vert coûte cher, mais l'hydrogène bio, c'est les bactéries qui font le travail. Ce sont des soldats gratuits, impeccables, qui font un travail extraordinaire. Nous avons aussi, donc, comme j'ai dit, la fermentation de nos déchets pour obtenir le biogaz. Et c'est là où on s'enrichit le plus et on peut avoir donc énormément d'énergie dont on a besoin et éviter d'importer des hydrocarbures et de faire de ça un problème pour. Donc finalement, je crois que je vous ai donné un peu l'idée, mais donc voici par exemple l'Afrique comme je vous ai montré. Donc il y a beaucoup de choses à faire et heureusement que le Maroc a décidé de faire alliance avec son continent mère. Nous appartenons à l'Afrique. Nous avons une petite distance, pas grande pour l'Europe, mais on est africain. Donc pourquoi ne pas tourner vers notre maman et de lui dire, on travaille ensemble. Nous avons des compétences, des techniciens, des ingénieurs. Nous avons aussi des problèmes. On va faire l'échange fructueux des bonnes pratiques et des idées pour pouvoir développer notre pays et aller au-delà. Et donc avec ça, on va pouvoir résoudre notre problème avec tout et on fait même le pompage solaire aujourd'hui. On fait marcher tout.
Bon, je crois que j'ai fini, hein, si vous voulez. Donc ça, c'est des exemples, des idées. Voilà, donc c'est un peu le social. On a augmenté, on a retrouvé le sourire. Et le RWM vous remercie pour avoir permis, donc nous avoir suivis, rester jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est à la fin ceux qui sont patients. Et ils ont pu bénéficier de cette présentation et je vous remercie. Je vais, comme je suis modérateur, je vais donc inviter notre deuxième intervenant qui est, je vais voir ici, donc qui est, c'est M. Tariq Driri, c'est ça? Donc j'invite M. Tariq Driri pour nous parler de l'analyse de la baseline des flux de déchets plastiques dans l'océan de la région Tanger-Tétouan, Al-Hoceima, c'est ça? Alors vous avez la parole et merci beaucoup. Collègues qui sont encore là et qui ont le grand courage et la grande patience. Moi, je deviens optimiste quand j'ai entendu la musique avant. Donc, je pense si on arrive à synchroniser nos musiques ici au niveau local, comme eux, ils synchronisent, donc si on arrive à faire la même chose, ça va être très bien. Donc on a besoin de synchroniser nos énergies au niveau local, sinon on ne pourra pas remonter les défis. Donc la première question que vous vous posez maintenant, vous allez dire bon, les déchets marins, on a d'abord la valorisation énergétique. Donc pour vous éclaircir, mais elle m'a smitouche. Voilà. D'accord, c'est bon, c'est bon. Donc, l'idée, c'est que les déchets marins, plus de 80% sont des déchets plastiques. Donc, la Farge Holcim, il a pensé de les récupérer au niveau du Maroc et faire la valorisation énergétique. Voilà, c'est ça donc pour vous introduire. Donc, je vais passer directement au contexte. Donc, vous avez on a maintenant environ, ça ce sont les données de 2010, donc on a actuellement plus de 300 millions de tonnes de déchets plastiques au niveau mondial et dont à peu près 8 millions qui arrivent aux océans. Et donc, vous avez, si on calcule le pourcentage, ça sera environ 3% des déchets plastiques qui arrivent aux océans au niveau international. Et bien, voilà. Au Maroc, il est classé parmi les 20 premiers pays qui émettent les déchets marins, les 20 premiers pays au niveau mondial, avec environ 5 à 12%. Donc, c'est 3% au niveau international. Le Maroc, c'est 5 à 12%. Donc, ici, c'est la Farge Holcim. Il a fait une alliance au niveau international avec la coopération allemande GIZ. Et pour démontrer que la faisabilité de la co-incinération des déchets marins, les NOM, ils ont besoin de beaucoup d'énergie pour le ciment et pour réduire les gaz à effet de serre et le climat, etc. Et donc, dans ce cadre, ils ont choisi 4 pays, donc 4 régions à l'international. Donc, c'est l'Égypte, Mexique, Maroc et Philippines. Et le Maroc, ils ont choisi la région Tanger-Tétouan Al-Hoceima. Et moi, j'avais la chance de faire cette étude pour eux. Voilà, ça c'est le contexte. Et maintenant, je vais vous présenter un peu les résultats de cette étude. Donc, l'idée est d'analyser la situation. C'est la seule étude que je vois au niveau régional qui a été faite, vraiment toute la région. L'analyse de la situation actuellement. Fin, on a les points noirs ou les qui sortent les déchets plastiques. Et
voir le contexte environnemental et social de l'action des déchets marins et à la fin sortir une méthodologie d'estimation parce qu'on était en train de développer au niveau international une méthode d'estimation de déchets marins. Parce que les sources, les sources, c'est difficile de savoir exactement. Donc, dernière l'étude fait la région Tanger-Tétouan-el-Hoceima. Comme vous savez, donc, il y a 8 provinces, 3,5 millions d'habitants en plein croissance. Le réseau hydrologique, il est très fort, donc on a de 300 à 1200 mm par an. Parfois, ça dépasse même 700. Donc, هذا qui a دور باش كيجيب لنا les déchets plastiques من الويدان, etc. Donc, on va voir la région. Donc, presque, donc déjà, parce que la rivière, la commune مسمية على هذاك الواد, واد لاو, كاين واد أمسا, واد أزلا. Presque chaque commune côtière عندها واد. وهذاك الواد كيجيب les déchets ruraux qui sont les déchets ruraux ou حتى urbains à la périphérie ديال l'urbain. Et même urbain, حنا غنشوفوا les photos وتيهبطهم للبحر. En plus, il y a le vent. كنعرفوا la région du Nord elle est très donc ventilée, on a le vent donc jusqu'à 11 mètres par seconde et donc هاد les déchets يمشيو. On a une situation, donc la collecte, ça varie entre les villes, qui ont presque 100% comme Tanger, mais il y a qui ont seulement 65% des déchets qui sont collectés. L'urbain et dans le rural, dans la moyenne, 12%. Et c'est là où on voit beaucoup de déchets qui deviennent des déchets marins, qui rejoignent l'océan. La situation fait le recyclage, on a l'émergence de beaucoup d'industriels actuellement qui ont le recyclage des déchets plastiques, la zone franche, Mrora, mais on a des petites sociétés qui font aussi le recyclage, les déchets des hôtels, les supermarchés, et qui ont des problèmes. كتلقاهم ما عندهمش l'autorisation, كتلقاهم ما عندهمش l'étude d'impact sur l'environnement, ou كتلقاهم donc le défi دايما عندهم ديال le contrôle qui ne sont pas en ordre, donc il faut les aider. كاين le secteur informel qui هو اللي كيعمل le tri واللي vraiment il a une grande problématique dans la région. Et qu'il faut trouver des solutions et l'intégrer dans la réduction des déchets marins. Donc ça, c'est à peu près, j'ai essayé de faire des moyens à partir de plusieurs analyses de la région, mais en général, la région, on a entre 6 et 11% des déchets plastiques. D'accord? Le Tanger, c'est le deuxième gisement de plastique au Maroc. Selon l'étude de la stratégie de valorisation nationale LIDERT 2019, où on a une quantité de déchets plastiques environ 80 000 tonnes par an, qui est produite comme déchets ici dans la région. Donc, il y a 10% on va voir ça. Bon, les centres de tri, كان خصهم يكونوا الحسيمة موجود، طنجة مازال il est en construction، تطوان تا هو موجود، mais aucune station ne fonctionne actuellement. يلا تبناو ولكن ils ne sont pas fonctionnels. On a plus de 400 trieurs. Ici à Tanger, par exemple, ils ont des problèmes à rejoindre la nouvelle décharge. Donc, moi, déchets marins. Les déchets marins. Donc, on a essayé de faire un diagnostic. من الحسيمة حتى القصر الكبير. نشوفوا les lieux des déchets. ملي البحورة شنو واقع تما في les déchets. Voilà. Et on a fait une recherche bibliographique de ce qu'il existe déjà. Et on a caractérisé les déchets marins dans quelques villes. Et on a estimé le flux des déchets à l'aide des outils qui existaient. L'étude date de 2018-2019, d'accord? Et on vient de clôturer le mois dernier, on a clôturé cette initiative. Et après, l'idée, c'est de proposer des concepts de projets pilotes. On a des projets pilotes de réduction des déchets marins. Et c'est ce qu'on a fait dans cette étude. Donc, on revient... Donc, donc, on a des communes côtières et donc on a identifié, donc ça c'est la situation en 2019,
les décharges sauvages qui existaient, les points noirs. Donc, il y a des déchets qui sont presque déversés dans la mer, en amont de la mer. Et il y a des anciens dépôts à côté, مثلا في أمسا. كاين بزاف ديال les décharges sauvages بحال ديال السطيحات qui sont à côté de Chaba, qui déversent aussi vers la mer. Voilà, donc en général la propreté ديال هاد les communes côtières راه ملي كيجي الريح اللي تيلقاه تيديه سميتو. دونك لي سيتويان اللي تيلوحوا الزبل في الارض وداك الشيء راه تيمشي كلشي للبحر. دونك ça diffère d'une commune à l'autre, ça dépend de leur capacité, mais en général les petites communes n'ont pas de capacité pour donc كيجمعوا هذوك لي ديشي وكيحرقوهم seulement en été, mais toute l'année ils ne font rien. Donc, on a une adhésion non parfaite de la population et le secteur informel اللي حتى هو كيساهم كتلقاه كيمشي كيخوي الطارو وكياخذ داكشي اللي بغا وكيخلي هذاك الطارو هكاك ويزيد بحالته. دونك مع الريح كيوصل داكشي طو طار لا مير. عندنا دي بلاص دو روبو بانوراميك هذه لاحظتها من الجبهه حتى نأمسا فورميدابل. عند شي مناظر خلابه وكتلقى لي ديشي ما كاين لا كورباي الناس كيسيبوا لي ديشي يعني سي مالوغ. هادو دابا من بين المسائل اللي لقينا. دونك هادو سون دي فوتو دي كورباي سميتو لي كافي على الكورنيش عندك كتشوفوا هذوك الاوراق وداك الشيء كلشي تيمشي. دونك هذا كان في الصباح بكري. دونك راه المسائل في الليل راه مشى اللي مشى في الريح. Donc des points بحال فنيدق هذا ça c'est pas un peu partout, c'est la commune hein, donc فنيدق en pleine ville. Donc et comme je vous ai dit avec les vitesses de 8 à 11 km 1 mètre par seconde, ça c'est des caniveaux ديال l'eau de pluie qui sont pleins de déchets. Donc ملي غطيح الشتا هادشي كله غيمشي les déchets. Bon, il y a des efforts, bien sûr, de la Fondation Mohamed VI, avec le label Pavillon Bleu, plage propre, le PUJP, qui le plan d'utilisation et gestion des plages. D'accord, il y a des efforts d'éducation. Le laboratoire national de l'environnement, il fait des analyses chaque année. Là, je vous invite à voir l'internet. Ils font des analyses de toutes les plages ici le nord. Donc, il faut vraiment, il y a beaucoup de plages qui ne sont pas bonnes pour. Voilà, on a résumé un peu. Là, on a vu vraiment, il y a de la recherche scientifique, il y a de l'université qui a fait des analyses. Donc, on a environ jusqu'à 89% de plastique dans les déchets marins. Donc, je ne vais pas maintenant détailler ça. Mais par contre, les méthodes d'analyse de la quantité, d'évaluation de la quantité, لقيت deux méthodes qui sont connues, GMBEC et une méthode de la GIZ qu'il a avec un outil informatique VACT qu'il a développé avec EVAC. Donc c'était encore, donc nous on a contribué à la méthode internationale qui est maintenant installée comme outil d'évaluation. Donc j'ai travaillé avec M. Zabaleta qui venait de l'Allemagne pour développer l'outil. La méthode de GMBEC, غادي ندير لكم داكشي de façon facile باش ما نعقدوش الامور. Il est vague, hein, تيقول لك 15 à 40% ديال les déchets qui sont mal gérés, ils arriveront à la plage une fois. Donc عنده déjà la marge كبيره من 15 à 40%. Donc ما تعطيكش des choses précises. Par contre, ils utilisent des paramètres de la Banque mondiale qui ne sont pas qui واحد الطابلو يعني ما كيشوفش vraiment واش كاين في لو لوكال. لا ميثولوجي دو لا جي زد كتمشي في لا ديتاي في لي ديتاي كتمشي في كتدخل معك شحال عندك ديال لي ديشي شحال كتريسيكلي عندك سون دو تري ولا ما عندكش اكسيتيرا. Et donc il est plus précise. Donc je l'ai utilisé, j'ai arrivé pour la région Tanger Tétouan El Hoceima, comme vous voyez 8000 tonnes par an, 8000 tonnes par an de déchets marins qui arrivent à la plage. Voilà. Donc شحال قلنا قبيله c'est 80 000 قلنا كاينين la production donc راه 10%. Donc هنا c'est 9%. 9% donc selon le 9% des déchets de plastique deviennent des déchets marins dans la région Tanger Tétouan El Hoceima. Après
Et وملي كتشوفوا هذيك جنبك هي اللي الفوق شتي عندها من 2,23 ل 5,96 c'est un peu très vague. Par contre la JZ تعطيك précis 2,11 kg par habitant par an de plastique qui devient des déchets marins. Voilà. Après on est passé à زدت عليها هذه اللي لاحظت avec les pêcheurs. Ils disent que personne كيمشي في الصباح كيدي معاه بوتي دو بلاستيك ديال الماء، كياخذ بواطه السردين، كياخذ بلاستيك فيه ما نعرف يوغورت كذا، تيلوحو في البحر ويجي بحالته. حتى واحد ما تيرجع مع لي ديشي، تيدي معاه كل واحد تيدي معاه ميكتو، وسواء هذا كان زورق صغير ولا كبير، حتى واحد ما تيرد، تيجمعوا داك الشيء تيلوحو في البحر. هذه عندهم عاديه، الا تحسنوا دابا الله اعلم. المهم داك الساعه في 2019 عندهم عاديه. دونك جي في ان بوتي كالكول et j'ai trouvé 378 tonnes de déchets اللي كتلح في la région طنجة تطوان الحسيمة avec les pêcheurs. Voilà. Donc هذه غادي نزيدوها على داك الشيء اللي لقيناه قبيل. من بعد اخترنا deux villes. On a dit voilà, on va choisir deux villes, on ne peut pas travailler partout. On va choisir deux villes, on va faire la caractérisation des déchets marins, savoir quels déchets. نحاولوا نشوفوا منين جاي هاد لي ديشي، واش بالريح، واش بالماء، واش منين جاي، واش من des agglomérations etc. et proposer des solutions de réduction des déchets marins. اخترنا قصر الصغير سميتو الفنيدق. Donc la plage de Rifine, selon des critères, bon, c'est pas la peine de rentrer dans des critères. مهم خص يكون عندهم plusieurs sources de vecteurs de déchets marins ويكون كاين le potentiel de réduction. باش تاني proposer des choses ويداروا on va voir يعني l'impact. Donc قصر الصغير c'est un caractère rural اللي عندها avec un tourisme et le port etc. Et donc le taux de la collecte اللي عندهم هما selon la commune 80%. يعني 20% ديال البريفير ما تيتجمعش، وهذاك هو اللي تيولي ديشي مارين. دونك مشينا شفنا درنا لا كاركتيريزاسيون بعدا في هذا. دونك كنختاروا 100 متر وكنديروا كنشوفوا شاك ديشي اللي كاين في سميتو avec les associations bien sûr, la SVT et d'autres associations locales. C'était fin 2018 et on trouve que le plastique c'est presque 80%. Voilà, avec des quantités de combien de quantités de grammes par mètre carré etc. Voilà. Et donc الانواع ديال هاد لي ديشي كنلقاو plusieurs surtout. Donc عندك les emballages de friandises, les baguettes de bonbons etc., les bouchons et couvercles en plastique. Voilà. Donc c'est surtout des activités baleinières des visiteurs de la plage. Après, on a essayé de voir donc c'est la corniche, l'oued, et les zones périphériques. On a précisé des points noirs, donc donc c'était des points noirs, et on a visité ces points noirs, donc c'est un peu ce sont des déchets qui sont jetés dans la nature. هذه مثلا في تحت واحد القنطره سميتو لي ديشي كي سون كتشوفوا مليوحين بلي صاك ديالهم تحت الواد، ملي كيجي الماء كيهز كلشي كيهبطوا للبحر. دونك هنا في القصر الصغير لقينا 11% ديال لي ديشي تيمشيو ils deviennent déchets marins et presque 3 kg par habitant par an. Voilà. Mais quand même la quantité c'est 42 tonnes par an parce que c'est une petite commune. مشينا دابا لبلاج ريفيين، سي فنيدق حدا سبته اكسيتيرا، اكتيفيتي كوميرسيال، لا بيش. فوالا. دونك ان بو لا كومين عندها 90%، حتى هي عندها واحد 10% كي ني با كوليكتي. Peut-être que la situation elle est maintenant un peu meilleure. On a fait la caractérisation des déchets début 2019, février 2019, avec 2 échantillons maintenant de 100 mètres. Hein, pour faire, c'est une méthodologie internationale. Il faut faire 2 fois 100 mètres et faire une moyenne. On a caractérisé les types. Donc on a analysé Haja b'Haja, voilà. Donc, 88% des déchets marins sont des déchets de plastique. Donc, plus que d'accord. On a quelques photos donc des déchets marins qui sont textiles, qui sont PET, qui sont couche yogourt, qui sont
textile. Après les déchets marins qui trouvent le chiffre avec le plastique, c'est impossible de les séparer avec les métaux, les fils, les siada, etc. Voilà, donc on a des activités de la pêche. Vous voyez les déchets de pêche. La pêche. بون الحوايج كل شيء المسائل القريعات الخلاء كل شيء اللي كل شيء كاين هذا من داك لي باي ديال المناضه كل شيء هذا الشيء كل شيء موجود فوالا لي ميغو دو سيغاريت فوالا تا هما لي فيمور تا هما كيلوتوا البحر فوالا هذا اكسيتيرا دونك هذه لا ريستوراسيون ان بو دروت سي لا ريستوراسيون اللي كتسميتو هادوم دي كانيت كلاو الدق في البحر مزيان وعاد خرجوا دونك ميم لي ديشي ميديكو اون لي تروف داكور دونك يعني تقريبا عندنا سي سورتو لي زومبالاج دو فريونديز اوسي اي لي ساك en plastique qui sont bien représentés dans ces déchets. On a essayé de faire la même chose. يعني منين تيجيو هاد لي déchets on a كاينين comme vous voyez donc فنادق راهي مدوره بالحمر ولكن كاين à l'extérieur des zones vertes donc c'est la périphérie et qui n'est pas collectée et donc هذوك لي déchets ديالهم كيمشيو ديريكت مع داك لو ريزو هيدريك اللي تنشوفوا وتيهبطوا لا بلاج الريفيين اللي هي لوبجي ديال ليتود ديالنا. Voilà, donc on a aussi donc on a trouvé des points noirs qu'on voulait un peu combattre. Donc كتشوفوا هذاك القادوس مثلا الماتشتا في الاخر تيخرج لي ديشي الصوره للاسف ماشي واضحه بزاف ولكن بون كوم توجور حنا نو بوبيل توجور يسون اوفيرت ديما محلولين حنا طيح عليهم الشتا يطيروا من الريح الدنيا هانيه ديما محلولين حتى لي سوسيتي دو كوليكت تيخليهم محلولين ما عجبهم الحال تيخليهم محلولين بون هما القناطر كتلقاهم فوالا ها لي كوردو دونك لي ديشي الناس كدوز بالطوموبيل تاعها زوينه الطوموبيل ديال السبته المغاربه اللي عايشين تما وكيلوح في هذا ويزيد بحالاتو كيلوح في القنطره حيت كتلقاهم غالبا هذوك الناس السبته تلقى عنده دار تما ودار في لا بيريفيري ديال هذا الفنادق ودار في السبته وكتلقى الديشي ديالهم كوم هما ما عندهمش لا كوليكت ولكن بلاصه يهبط للمدينه وسمي كيلوح يبابهم تما ملي كيجي الماء كينقي داكشي ما كنبقاوش نشوفوه ولكن راه تيهبط للبحر هذا هو البحر راه صافي زعما شنو تيقولوا جوسكا 2050 غادي يكون البلاستيك بلوس كو لي بواسون في لي مير Donc on a évalué donc presque 2 kg, عاوتاني 1,81 kg par habitant par an في الفنادق et ils deviennent des déchets plastiques. Donc 8% des déchets plastiques deviennent des déchets marins, pardon. 8% des déchets plastiques deviennent des déchets marins avec maintenant 161 tonnes. لأن quand même c'est une واخا ناقصه 8 على 11 بالنسبه للقصر الصغير ولكن مدينه كبيره. Voilà, donc ce qui est important, on a les solutions. Donc on a proposé des solutions au niveau national. Au niveau national, donc la réduction des emballages, la loi, les emballages alternatifs, etc. Le consigne et la responsabilité élargie du producteur. Des sacs biodégradables, interdiction des déchets légers. n'est pas appliqué. المواطن هو كل شيء في الاخر المواطن لاش يعني et encourager la recherche scientifique pour des emballages peut-être biodégradables. Mais au niveau territorial, ce qui nous intéresse, c'est de donner des solutions au niveau littoral. Donc la bonne gouvernance de gestion des déchets, il y a le augmentation de le taux de collecte à 100% au lieu de 60 ou le 80. Le niveau rural, 12% de la collecte, donc il doit être amélioré. Et le tri à la source qu'on n'arrive pas à avancer, mais en plus l'éducation à la sensibilisation et les médias. On salue de l'initiative de la magazine qui sont aussi les médias et l'initiative qu'on a vraiment besoin plusieurs fois pour essayer d'aller en avant. Et le secteur informel, sans lui, on ne peut pas résoudre beaucoup de choses. Le secteur informel, c'est lui
envahit le tri. Donc, après, avec des projets concrets, donc avec les acteurs, les partenaires, les radicaux. Donc, on a le point 1, interception des déchets. نشدوا لي ديشي انا نوريكم لا فوتو بحال هذه دونك هذوك لي كور ماران اللي تيخرجوا داك الودان هذه واحد التجربه دارت في استراليا وبغينا نديروا بحالها نديروا الشباكي بحال هكا ونشدوا هذوك لي ديش لان في لا سورس راه بون الله غالب فهمتي ولكن اللي غيوصل تما نديروا بحال هكا ولا كومين توليت on voulait travailler avec des associations avec le secteur informel et faire des solutions. Mais la commune elle est fonctionnelle, espérons qu'elle va continuer. Donc, c'est l'idée. Le deuxième point, amélioration de la collecte et nettoiement. Donc, les périphéries, la coopération allemande avec la Farge a dit des poubelles, etc. Et la sensibilisation des citoyens. On va nettoyer les points noirs, les kainines. On va mettre des poubelles. On va donc, c'est le deuxième point. Et la sensibilisation, comme on a dit, l'appui de coopératives de trieurs, les coopératives de trieurs, c'est surtout le plastique, ils le tri ou valoriser, donc ils les espaces de repos, donc c'est la société civile qui doit faire des plaidoyers auprès des communes donc les places de repos et les points sauvages les déchets la société civile تزير la commune pour on a des projets d'appui aux pêcheurs donc je fais les associations de pêcheurs وقلنا غادي نعطيهم des outils باش يبقاو يجمعوا داك لي ديشي في الزوارق ديالهم وملي يخرجوا غنوجدوا لهم عاوتاني دي بوبيل هادشي كلشي ما كاينش باش يلوحوا هذاك الشيء وزيتي تري كونطون باغيين يديروا هاد المسائل et récupérer des déchets voilà et هما عاوتاني ils récupèrent beaucoup de déchets marins déchets plastiques ملي كيصطادوا الحوت دونك يطلعوا الحوت كيشدوا البلاستيك يردوه للبحر قلنا لهم دابا صيتوه جيبوه لنا وغادي نديروا دي زونكوراجمون نديروا شي مسابقه بيناتهم اللي جاب اكثر في ان موا ولا شي حاجه ياخذ زعما واحد الجائزه دونك هذا الشيء كله للاسف هذه المسائل كلها في الاخر لان خصك دير دي كونفونسيون افيك لي كومون تي دوا لي كونفانكر خصك راه ماشي ساهل تقول لك علاش انا شنو طالعني انا من هذا الشيء هذا انت شكون انت علاش بغيتي دير هذا الشيء فهمتي في الاخر خصك دير معاهم كونفونسيون درنا كونفونسيون معاهم فرونسي قال لك من بعد خصك ديرها بالعربيه درناها بالعربيه وصلنا صافي غادي اون فا ابليكي في ذاك الوقت جات كورونا ووقفت كل شيء درنا دي زاكسيون دو سونسيبيليزاسيون داكشي درناهم ولكن التفعيل ديال هاد لي زاكسيون هادو بحال الانترسيبسيون دي ديشي وهادشي ما درناش وموراها لا غولاسيون ديبلوماتيك مع الالمان تكفست دونك عاوتاني ما يمكنلكش تخدم مع لي كومون ودابا صافي ملي رجعت لا غولاسيون تسالى البروغرام. Et donc, on était vraiment très avancé par rapport aux 4 pays. Nous avons 4 pays. Au final, on a fait des études, on a fait un guide de tri de plastique, on a fait des actions de sensibilisation, mais rien de concret dans le terrain pour la réduction. La réduction des déchets marins, l'interception dialhom ou l'organisation du circuit باش يمشيو عند صحاب السيما ويحرقوهم ونشوفوا لو كو ديال داكشي et comment faire vivre هذا le projet d'une façon économique. Malheureusement لان انا كنقول لكم خصنا c'est l'Australie. Donc حنا درنا كلشي التفاصيل combien ça va coûter ومع لي اسوسياسيون ملي غنشريو الماتيريال وكلشي وفي الاخر وقف هذاك المسائل وجاو جوج ضربات مور بعضياتهم وما انا كنقول لكم ديما ما خصنيش نبقى ما كيعجبنيش الواحد يبقى غير يزوق ويدير كلشي بخير وكذا سي لا رياليتي مالوغوزمون اون ا بريزونتي سا اون انجلي غير الشهر اللي فات هذيك البنت ديال لا كوبيراسيون الموند ديال بريزونتي سا او نيفو انترناسيونال قلت لهم فوالا سكون افي مالوغوزمون صراحه سي لا رياليتي اي ميرسي فوالا. Donc voilà une présentation sur le terrain très expressive, elle parle d'elle-même. Et donc ça veut dire qu'il y a des gisements extraordinaires qu'on peut exploiter. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le politique, l'institutionnel, les banques et les opérateurs. Les opérateurs, c'est en bas de l'échelle.
Le politique, c'est au premier rang. Le deuxième, c'est les institutions. Le troisième, c'est les banques. Et c'est après que viennent les exécutants. Donc, pour ça, il va falloir qu'on travaille beaucoup. Et on souhaite que les gouvernements qui travaillent puissent se rendre compte de ce que nous disons. Et aujourd'hui, nous parlons sérieusement et nous souhaitons bonne santé à notre Majesté qui, lui, prend les choses vraiment au sérieux. Et nous souhaitons que les autres prennent aussi les choses au sérieux comme il le fait. Allah ychafi, Allah yjibou ala khair. Donc maintenant, on va clôturer avec la présentation de notre cher collègue qui aime beaucoup notre pays et qui va nous raconter aussi toute sa, si je peux dire, toute son expérience depuis un peu plus de 10 ans, je crois, au Maroc, pour essayer d'implanter, de mettre en place les nouvelles technologies de traitement des déchets et notamment la valorisation énergétique des déchets organiques. Donc, j'invite Monsieur Manfred Choueda, directeur général de Générisant Maroc et de MS Connex, pour nous parler de son expérience au Maroc. Merci pour votre patience. Shukran Bezef. Merci, je suis le dernier aujourd'hui. Je voulais remercier Tariq, vraiment pour son étude absolument fantastique, compréhensif. J'ai déjà eu cette expérience, travailler avec Tariq en 2018 sur une étude à Tanger pour les déchets organiques. Ça a été le commencement de ce que je veux présenter. Et je vais faire assez vite parce que, assez vite, c'est un sujet assez compliqué, mais quand même, je vais essayer de convenir les points les plus importants. Encore une fois, nous sommes une petite société, deux sociétés vraiment. MS Connect, c'est une boîte de consultation. Generation, c'est la boîte qui va installer, qui est active dans toute la filière du biogaz. Nos clients sont les décharges, Ecomed, Averda, autres. C'est les STEP. On a 2 moteurs à installer avec les STEP de OCP. Ben Grir et Youssoufia. C'est un peu notre sujet, équipementier pour la valorisation des déchets organiques. OK. Toute la chaîne de valeur de biogaz. C'est plutôt ça dont on parle. On parle des déchets organiques purs et propres qui sont déjà disponibles au Maroc, qui sont disponibles aujourd'hui et qui passent à la décharge. Et notre idée, c'est de valoriser exactement ça. Les 2 photos, ça a été fait à Tanger avec Tariq en 2018. On a fait, le premier, c'est le marché de gros, c'est jeté, un peu, c'est récupéré pour aliments bétail, pour les moutons. L'autre, c'est un abattoir privé de la filière volaille, je pense Maroura. Ouais, ça a été ça, ouais. On veut rentrer ça dans un biodigesteur, comme on voit ici, un vrai truc, un grand truc, 40 tonnes par jour, 50 tonnes par jour, même plus, pour produire du biogaz. Et le biogaz peut alimenter la chaudière. C'est ça la décarbonation. On a une énergie verte pour remplacer fuel. On pourrait alimenter les bus, biométhane. On peut faire travailler 25 bus peut-être à Tanger qui passent chacun 200 km par jour. Ou troisième, un moteur de cogénération, ça peut produire de l'électricité et de la chaleur. Et voilà, c'est ça ce qui se fait en Europe. Ouais. Et si la matière, au commencement, elle est pure et propre, elle va être pure et propre à la fin. Et c'est un digestat, c'est un fertilisant pour redonner à la terre. Et c'est à redonner à l'agriculture. Ouais. On a nourri
les poules avec du maïs. On a grandi le maïs avant, on a donné les nutriments à la terre, NPK, azote, l'OCP, phosphorus. On a grandi le maïs, on a donné le maïs aux poules. Les poules ont grandi 6 semaines. On les égorgeait et la moitié, on jette à la décharge. Et c'est les mêmes nutriments, on jette à la décharge. C'est CH4 et CO2 dans les biogaz, mais NPK, ça reste dans les digestats. Et les déchets, on les jette à la décharge et ça coûte cher. Alors la moitié de poules, tout ce qu'on a dépensé comme l'eau, comme énergie, comme nutriments, on jette. Et c'est ça, cette circularité, on envisage à démarrer. Et c'est quelque chose qui marche bien en Europe. Ouais. Ça, c'est le nombre des stations biogaz par million d'habitants en Europe. Et voilà, on peut peut-être mettre un peu ici. Ouais. Et ça serait déjà une centaine de stations biogaz. On a à ce moment-là 10 au Maroc. 35 millions d'habitants divisé par 10, c'est 0,3. C'est comme ça. Ouais. On est nulle part, on est derrière la Roumanie. Ouais. Et voilà, ça c'est la croissance. On a vu en Allemagne, on a 10 000 stations en Allemagne. En France aussi, ça marche pas mal. En France, on travaille beaucoup avec les déchets des animaux dans les élevages, dans les abattoirs, etc. Tout ça, ça existe, la technologie, elle existe, elle est prouvée, mais pas encore au Maroc. C'est quoi notre expérience, hein? On a, avec les steppes Marrakech-Fès, ça marche très bien. Ouais. Ils sont très contents, ils valorisent la deuxième partie de la poule qu'on a mangée, qu'on a digérée, qu'on a dans les égouts de la ville, et c'est revaloriser dans la steppe pour produire de l'électricité dans la steppe, pour diminuer la facture dans la steppe, 70%, 80% parfois. Kenitra aussi, il y a aussi l'industrie qui valorise déjà un peu le biogaz. La Sotramec, par exemple, la société de la transformation de la mélasse de l'Ararpe, c'est la sucrerie, c'est les rochers de la production de sucre, c'est la mélasse. Ils produisent l'alcool avec. Et à la fin, il y a une vinasse et ça rentre dans un biodigesteur. Et ça produit du biogaz. Et ce biogaz alimente les chaudières de la Sotramec. Ce tour-là, c'est un tour de désulfuration du biogaz. C'est nous qui avons installé ça. Danone aussi, 50 à 60% du besoin thermique de l'usine proviennent des déchets de Danone. Ouais. Ils ont les déchets les bouts de la steppe de Danone, plus autres rochers. Et ça alimente, ça produit du biogaz et ça alimente l'usine. 50% du besoin thermique produit par eux-mêmes. Et voilà, et ça c'est le cas aussi, on ne fait pas trop au Maroc. Ouais. On ne valorise pas le gaz de la décharge. Ouais, Ecomed, oui, 2015 installé. Oujda 2012 a installé. Mais c'est les deux seuls moteurs qui sont là au Maroc. Ouais. On pourrait installer peut-être 50. Ouais. On valorise à ce moment-là plus ou moins 1%, même moins. C'est ça un peu le problème. On peut discuter pourquoi on n'a rien fait au Maza, rien à Casa, etc. Parce que le potentiel, on a un potentiel énorme même. Ouais. C'est plus ou moins 5 millions de tonnes de déchets organiques qu'on enfouit à la décharge, aux décharges urbaines. Et c'est ça, c'est les déchets organiques qui produisent le lixivia. Et bien sûr, si on n'enfouit pas, on ne produit pas de lixivia. Ouais. Si on n'enfouit pas les déchets humide, après, ça ne va pas produire un lixivia. Ouais, c'est ça le principe. Et ça va produire beaucoup de biogaz et peut alimenter beaucoup de ménages avec l'électricité. C'est ça principalement qu'on veut faire. Mais notre vision ici, c'est de
cherche les déchets qui sont purs et propres auprès des grands producteurs. Et notre étude qu'on a fait à Tanger et avec Tariq, ça constatait qu'il y a 40 tonnes facilement disponibles aujourd'hui pour un projet de méthanisation. Ça provient des marchés de gros, la filière volaille. Il y a beaucoup de transformateurs de déchets de poissons ici. Ça produit beaucoup de poissons. Ça, c'est une usine à, je ne sais pas où ça a été, mais une grande usine à Tanger. Ça passe à la décharge. Les déchets de l'abattoir aussi. Ouais. Et c'est pour ça qu'on l'étude a été faite en 2018. Et 2019, on s'est rendu compte, bon, on doit mettre ce projet un peu plus rentable. Il manque un peu la rentabilité pour un tel projet, pour un projet de digesteur. Et après, je me mis un peu sur téléphone et on a appelé First Climate à Zurich et on a créé un programme, un consortium entre GGGI, Global Green Growth Institute, et First Climate et ma société, un consortium et on a créé le programme national pour la valorisation des déchets organiques dans les ministères de la transition énergétique. Et voilà, ça a été 2019. Le ministre Rabat, il a signé une lettre d'intention de rentrer en communication avec les Suisses pour créer cet accord un accord de principe pour l'échange, ce qu'on appelle les ITMOs. And ITMOs is Internationally Transferred Mitigation Outputs. Et ça, c'est pas autre chose qu'un crédit carbone qui est transférable entre deux pays. Ça, c'est le moyen de financement qui est prévu dans l'accord de Paris pour un échange interétatique des mesures d'atténuation, des programmes d'atténuation. Et on a créé ce programme d'atténuation, le programme pour capter le gaz qui se produit normalement à la décharge. On a créé ce programme pour mettre les déchets dans un biodigesteur, produire le biogaz, avoir cette atténuation des gaz à effet de serre et pouvoir vendre les crédits carbone aux Suisses. Et les Suisses vont acheter ça pendant 7 ans. Et comme ça, ce projet-là aurait les revenus pendant 7 ans de la vente des crédits carbone. C'est ça le principe. Et il y a une certaine, ce qu'on appelle corresponding adjustments dans les bilans de carbone dans les deux pays. Les Suisses, ils peuvent continuer à polluer un peu plus et nous, on va avoir notre projet d'atténuation et les Suisses vont nous aider de mettre le programme sur place. Et après 7 ans, bon, on a fait 15 digesteurs et voilà, ça va aller peut-être tout seul après. Et bon, maintenant, on a un autre petit financement pour faire encore 2 études, pour vraiment mettre le business case sur place et pour avoir à la fin aussi les financements pour continuer à faire ces choses-là. Il y avait beaucoup de travail qui a été fait. 2019, c'est le ministre qui a signé son lettre d'intention. Nous, on a été sélectionnés parmi 3 projets, parmi 3 programmes au niveau internationalement par la Fondation CLIC. Ça a été 31 projets dans l'année 2019. Nous, on était un des projets sélectionnés. L'autre, ça a été, je pense, au Sénégal, etc. Il y a un deuxième projet au Maroc avec Atichari Wafa Bank, un fonds d'efficacité énergétique qui n'est pas de nous, mais qui rentre dans le même cadre, contrat de cadre pour échanger entre la Suisse et le Maroc. Et voilà, ça a été Covid, ça a été un peu difficile, bien sûr, mais on a continué et il y avait une déclaration qui était conjointement signée à Berne entre M. Bourita et son conjointe à Berne de continuer ces négociations du contrat de cadre et en espérant que ça va être signé très très bientôt. Après, on aura ce contrat de cadre
Et notre travail maintenant, c'est de remplir ce contrat de cadre et mettre le business plan sur place et après réaliser 15 digesteurs au Maroc pour valoriser nos déchets, c'est principalement ça. C'est ce qu'on a discuté au commencement, avec tous bénéfices qui proviennent ici. Les bénéfices sont quoi? Ils sont sur un côté économiquement, on va diminuer, on va produire un produit, on va produire biogaz, et le biogaz c'est le méthane, et le méthane c'est très cher maintenant. Ça veut dire qu'on va produire une énergie qui a une énorme valeur maintenant, ouais, pour remplacer fuel, pour produire électricité. Nous, on produit électricité à travers le charbon au Maroc. On va produire un biofertilisant. Les fertilisants sont très chers maintenant, parce que aussi les fertilisants sont produits à travers le gaz naturel. On va réduire le lixivia parce qu'on ne va pas enfouir. Si on fait un projet à 50 tonnes, à Tanger, ça c'est 5%. 5% des déchets qui n'ont pas enfoui, ça va réduire 10% de la production de lixivia annuellement. Les projets sont modulaires. Tu vas faire 50 tonnes aujourd'hui, tu vas faire un autre digesteur dans quelques années. Et après, si tu diminues 10% de l'enfouissement, tu vas avoir 20% moins de production de lixivia au niveau de la décharge. Et voilà, c'est comme ça. Et ça, c'est du frais argent parce que finalement, quelqu'un doit payer pour traiter le lixivia. Il y a bien sûr des millions de bénéfices environnementaux, écologiques, sanitairement, etc. etc., etc. On peut partager ça, on a beaucoup sur notre site internet, je ne vais pas peut-être traverser tout ça, mais c'est ça principalement notre enjeu aujourd'hui. Ça c'est le prix de charbon, ouais. Ouais. Et tout à coup, triplé. Ouais. Au Maroc, on produit la plupart de notre électricité avec le charbon. Ouais. C'est un peu les énergies renouvelables. Ça c'est les renouvelables ici. Ouais. 20% c'est les énergies renouvelables, 10% ça a été 2010-2021 le gaz. Ça venait de l'Algérie. Ouais. Maintenant, c'est peut-être encore plus le charbon. Okay? C'est ça comment on produit l'électricité. Ouais. Bon, la même chose, c'est avec le fertilisant. Ouais. La même chose. Avant, les prix par dirham par kilogramme azote, c'était 9. Maintenant, le kilogramme azote coûte 35 dirhams. Et c'est ça principalement notre produit. Ouais. La matière aussi, elle va sortir. La matière, elle était propre avant, dédiée à la consommation humaine. Elle reste 60 jours dans le digesteur. Après, elle sort. Elle est toujours propre. Elle est dégradée à redonner à la terre. Ouais. Si on enfouit ça, c'est énorme. Le prix, on paye aujourd'hui pour ce qu'on jette dans la décharge. C'est énorme. Et après, un petit effort en amont, ça va nous gagner beaucoup d'argent après. Bon, merci. Merci. J'ai entendu les applaudissements et je suis très heureux de déclarer aujourd'hui donc la clôture des panels jeudi 23 juin 2022 à l'hôtel Movenpick de Tanger. Nous allons avec beaucoup d'espoir et de nouveau courage renouveler encore les efforts demain pour finir à la fin avec une clôture qui est à l'image de cette édition RWM1 en octroyant des trophées aux meilleurs porteurs de projets innovants dans le domaine du recyclage, gestion et valorisation des déchets. Je remercie tous les
les participants, aussi bien en ligne qu'en présentiel, à ce dernier panel. Et je vous libère. Vous espère de faire de très bons rêves. Voilà, les yeux ouverts. Et vous dis à demain, Inch'Allah. Merci beaucoup.